d'oxydoréduction. Et maintenant, donc, on va parler des coenzymes ou bien cofacteurs de transfert. Alors, dans ces cofacteurs, on peut tout d'abord citer les nucléotides triphosphates, donc, que vous connaissez déjà: ATP, GTP, UTP, CTP. ATP, c'est adénosine triphosphate, GTP, guanosine triphosphate, UTP, uridine citidine triphosphate. Ils ont une grande importance dans les réactions de synthèse et de dégradation. La synthèse des phospholipides requiert la présence de CTP. Cette synthèse aussi, vous allez le voir en biochimie, donc en métabolisme proprement dit. D'accord. Ici, on donne, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis le cours de biochimie structurale. Donc là, vous avez le sucre, c'est le bêta-D-ribose. Ici, vous avez la base, soit adénine, guanine, cytosine, uracile. Et ici, vous avez au niveau du carbone 5', vous avez liaison de phosphate. Et vous savez qu'il y a, à chaque fois qu'il y a hydrolyse du liaison phosphate, ce sont des liaisons qu'on appelle des liaisons pyrophosphate, parce qu'à chaque fois qu'il y a hydrolyse du liaison phosphate, vous avez libération d'énergie. Un autre type de cofacteur de transfert, c'est le phosphate pyridoxal ou bien vitamine B6. D'ailleurs, si vous achetez des vitamines dans la pharmacie, vous allez trouver P1, P2, P6, etc. Donc, c'est ce qu'on est en train d'étudier dans ce cours-là, B6. En fait, pourquoi vous trouvez, si vous êtes fatigué et vous allez demander des vitamines, on vous donne ça. En fait, ce sont des vitamines qui vont aider ou bien dont l'enzyme a besoin pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça qu'on les donne comme pour les gens qui sont fatigués ou bien malades. Donc le phosphate de pyridoxal qui est connu donc sous le nom de vitamine P6, c'est un cofacteur intervenant dans les réactions concernant le métabolisme des acides aminés, décarboxylation, transamination, alpha-bêta-élimination, racémisation, dégradation, synthèse, etc. Exemple, la désulfuration de la cystéine en alanine, par exemple. Elle intervient également dans la réaction de glycogénolyse que vous allez voir par la suite. Et voilà la structure de la vitamine B6. Il y a un autre, toujours dans les coenzymes, bien cofacteurs de transfert, il y a la thiamine pyrophosphate, qui est connue sous le nom vitamine B1. C'est la partie donc, que j'ai mis ici en rouge qui intervient. Donc je vous montre toujours la partie qui est fonctionnelle de la molécule, qui est ici. Il y a un échange isotopique au niveau des carbones trouvés entre l'azote et S, donc entre N et S, ici, c'est à ce niveau-là. Donc il y a un échange isotopique à ce niveau-là. Ce TPP, donc c'est la thiamine pyrophosphate qui est connue sous le nom de TPP diminutif. Elle intervient dans les réactions de décarboxylation oxydative, pyruvate, succinyl coenzyme A. Il intervient dans la réaction non oxydative. Alors, pyruvate va donner acétaldéhyde et dans la voie de pentose phosphate, réaction de transacétylisation. Toutes ces réactions vont se faire au niveau du carbone qui est situé entre l'azote et S qui est là. Alors ici quand même, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que vous allez remarquer que ici c'est marqué D2O. En fait, ça c'est le deutérium de O. C'est un isotope de H2O. Donc c'est un isotope qui est radioactif. Donc pour étudier cette molécule, on a changé H2O par D2O et on a suivi la réaction. Et donc on a su que cette partie-là qui va intervenir dans cette réaction de transfert. Un autre coenzyme, c'est le coenzyme A. Vous allez bien le voir dans le cours qui viendra donc de métabolisme, métabolisme proprement dit, c'est-à-dire la glycolyse, cycle de Krebs, etc. Donc coenzyme A ou CoASH, ce CoASH va permettre l'activation des groupes acyl. Il intervient dans le transport et l'activation à l'état thioester des unités acylées ou acétylées grâce à son soufre terminal. Bon, ici, c'est vrai que c'est une réaction c'est une structure qui est assez compliquée, mais quand même, il faut au moins comprendre ce que c'est. Alors, c'est quoi ce coenzyme A? Qu'est-ce qu'on retrouve? On va commencer par ici. Ici, le ribose que vous connaissez bien, avec l'adénine. Donc, ici, c'est quoi? Donc, c'est ATP. Donc, il y a donc
il y a ADP, il y a 2 phosphates, et qui est lié à ce qu'on appelle l'acide pentoïque, et c'est là. Donc ici, il y a la bêta-alanine que vous connaissez, et c'est la bêta-mercaptoéthylamine. Et enfin, pourquoi on l'appelle CoA-SH? Tout ça, c'est le CoA. Pourquoi SH? Parce que à la fin ici, vous avez un S, c'est la partie réactive de la molécule. Donc c'est à ce niveau-là que la molécule va réagir. L'acide folique, toujours dans les cofacteurs de transfert. Alors, qu'est-ce qu'on déjà depuis le début on dit acide folique, donc ou bien les coenzymes de transfert, c'est-à-dire ils permettent le transfert d'une molécule d'un composé à un autre. Par exemple CH3, par exemple le phosphate, etc. D'accord? Donc c'est les réactions de transfert. Tout à l'heure on a dit les réactions d'oxydoréduction et là c'est les réactions de transfert. Alors l'acide folique, c'est l'acide folique, c'est l'acide, il doit être tout d'abord, donc voilà la réaction de l'acide folique, la structure, pardon, de la structure folique. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'acide folique? Il y a donc, voilà cet hétérocycle avec l'acide para-aminobenzoïque et avec bien sûr toutes ces structures-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'acide folique. L'acide folique, il doit tout d'abord être réduit grâce à la dihydrofolate réductase au niveau des atomes 7, 8, 6 et 5, c'est-à-dire que ce que j'ai mis ici en vert, c'est à ce niveau-là qu'il va être donc tout d'abord réduit. Il doit être tout d'abord réduit à ce niveau-là avant de pouvoir réagir. Donc si on peut dire, c'est la partie qui est donc fonctionnelle de la molécule. Alors, l'acide folique, au lieu, donc, comme diminutif, on va l'appeler juste grand F. Donc, l'acide folique, la molécule qu'on vient de voir, elle va passer de F à FH2 puis FH4. Je reviens à la structure, c'est-à-dire que il va y avoir, donc, tout d'abord, au niveau des atomes 7 et 8, ils vont être réduits. Donc, c'est ce qu'on appelait, donc ce qui suit, FH2, donc ça c'est F, l'acide folique c'est F. Quand il va être réduit au niveau de 7 et 8, on va dire FH2, et quand il est réduit au niveau de 5 et 6, on va dire FH4. Donc voilà, F, il va donner FH4 à FH4, FH2 et FH4. Et à chaque fois, donc ici bien sûr en présence d'une enzyme, et bien sûr à chaque fois, donc c'est quoi qui va réduire? C'est NADPH plus H+, elle va céder H2 à F, il va devenir FH2, et donc on a dit ici NADP+, et ici vous avez FH2, elle va prendre, ou bien NADPH plus H+, elle va céder 2H plus FH2, on aura donc FH4, et il va devenir NADP+. Alors rappelez-vous une chose très importante, tout à l'heure on avait dit pour NADP+, ou bien pour NAD+, ils interviennent avec la forme oxydée. Donc cette NADP+, il va donc aller et peut-être il va aller réagir dans des réactions d'oxydoréduction qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc c'est-à-dire que les réactions enzymatiques, elles sont toujours couplées les unes des autres. Il y a toujours, donc il n'y a pas de gâchis, que ce soit de substrat ou bien de produit. C'est-à-dire que c'est NADP+, il va être pris par une autre réaction d'oxydoréduction. Alors sous la forme FH4, c'est-à-dire sous cette forme-là, il va recevoir un groupe monocarboné, méthyle, etc., qu'il va céder à une autre molécule réceptrice, c'est le rôle de transfert. Donc c'est quoi le rôle de transfert? C'est-à-dire que sous cette forme-là, il va recevoir un groupe mono, par exemple carboné, par exemple le méthyle, qui va céder à une autre molécule qu'on appelle molécule réceptrice. C'est pour ça qu'on lui confère le rôle de transfert. Il y a une autre, toujours dans les cofacteurs de transfert, il y a un autre cofacteur, c'est le cofacteur, la biotine, c'est la vitamine H. D'ailleurs, la biotine, même si vous allez demander des vitamines en pharmacie, on peut vous donner la biotine comme ça, parce que c'est un cofacteur qui est très important dans beaucoup de réactions de métabolisme. Elle intervient essentiellement dans les réactions de carboxylation. La fixation du CO2 nécessite que la biotine soit transformée. Alors, c'est quoi la structure de la biotine? Donc, la biotine, c'est ça, voilà, la biotine, voilà, c'est tout ça, c'est la biotine. Alors,
là, c'est pour vous rappeler qu'on parle de cofacteurs donc qui vont être liés à la partie protéique de l'enzyme. Donc tout ça, c'est une enzyme. D'accord? Alors la biotine, voilà, donc la biotine c'est le cofacteur et ça c'est la partie protéique. Ils sont liés par une liaison amide. Donc là c'est l'enzyme qui va intervenir et bien sûr elle intervient par la lysine et là ce qu'on appelle ici la partie apoenzyme. Donc ça c'est la partie cofacteur et là c'est la partie apoenzyme. Donc, tout à l'heure, je reviens juste pour que vous compreniez donc, le mécanisme. C'est que là, vous avez la biotine liée par une liaison amide à la partie protéique qui est la coenzyme. Et donc, tout ça va former donc, notre enzyme qui va être fonctionnelle. Donc, la biotine, plus on est dans les cofacteurs de transfert. Donc, la biotine plus HCO3- plus ATP plus une enzyme qui est la carboxylase, elle va donc donner une carboxybiotine, c'est-à-dire que plus ADP plus PI. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, je reviens à ma structure de tout à l'heure. Donc, vous aurez donc rappelez-vous de cette molécule-là, d'accord? Donc à ce niveau-là, il va y avoir un CO COH ici qui va se lier. Donc on aura en gros, si on voudrait récapituler tout, on aura enzyme biotine plus HCO3 plus ATP, va donner enzyme biotine plus CO2 plus ADP, enzyme biotine CO2, c'est-à-dire ce qui était là, plus un accepteur, il va donner enzyme biotine et accepteur CO2. Donc ici, donc on retrouve enzyme, pardon. Donc on retrouve enzyme biotine qui était donc enzyme biotine, c'est l'enzyme liée avec la biotine. On va la retrouver ici et bien sûr ce CO, donc ici pour nous l'accepteur, c'est quoi? C'est un composé accepteur. Il va prendre ce CO2. On aura donc accepteur. Le CO2 va passer sur l'accepteur et donc on aura l'enzyme biotine qui va être restituée parce que c'est un rôle de transfert. Donc, avant d'aller plus loin, donc on a parlé de tous les cofacteurs donc essentiels pour vous pour comprendre le cours de métabolisme qui viendra par la suite. Bien sûr, vous allez voir sur votre polycope, il y a les structures qu'il faudrait bien sûr comprendre, connaître par exemple NAD, NADP, il faut les connaître, FAD, FMN, il faut les connaître, mais les autres, juste les comprendre et savoir le mécanisme et surtout comprendre c'est quoi le rôle d'un cofacteur ou bien coenzyme pour l'enzyme. Et maintenant, on va passer à l'unité d'activité enzymatique. Donc l'enzyme, donc maintenant vous savez que l'enzyme est formée d'une partie protéique qu'on appelle l'apoprotéine, d'une partie non protéique qu'on appelle cofacteur. Et maintenant, on va passer à travailler. On va tout d'abord traiter l'unité de l'activité enzymatique et après, on va parler de la réaction enzymatique proprement dite. Donc la mesure de l'activité enzymatique, elle s'exprime toujours en concentration en saturante en substrat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire saturant? C'est-à-dire pour travailler ou bien pour chercher la mesure de l'activité enzymatique, on doit avoir suffisamment de substrat. Enfin, c'est-à-dire que l'enzyme doit avoir tout ce qu'il faut en substrat pour pouvoir fonctionner. Pour savoir l'activité maximale, c'est l'unité internationale. Donc l'unité, c'est l'unité internationale, ce qu'on appelle UI ou bien l'unité internationale. Alors, c'est quoi cette unité internationale? C'est la quantité d'enzymes qui permet la transformation d'une micromole de substrat par minute dans les conditions expérimentales standards qui doivent être précisées. Donc, ne l'oubliez jamais, il faudrait préciser les conditions, la nature du substrat, le pH, la température et le tampon, c'est-à-dire bien sûr qui dit pH dit tampon, donc toutes les conditions doivent être précisées. C'est quoi l'unité internationale? On a dit donc c'est la transformation en micromole de substrat par minute, donc par unité de temps. Alors déjà, ici avant d'aller plus loin, donc ça c'est la définition générale, mais il faudrait toujours voir parce que les enzymes, on l'avait déjà dit, elles fonctionnent avec de très petites
très petite concentration. Donc on pourra trouver en micromol, de micromol de substrat, peut-être pas par minute, peut-être par seconde. Donc toujours, il faut l'essentiel, c'est ces concentrations en mol par unité de temps. Il faut donc faire attention, c'est quel temps qui est utilisé. Est-ce que c'est minute ou bien seconde? C'est l'unité donc qui est la plus largement utilisée pour qualifier ou bien quantifier plutôt les activités enzymatiques. On a donc une autre unité qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle le catal. Elle représente la quantité d'enzymes aptes à catalyser 1 micromole de substrat par seconde. Alors, mais cette unité elle est peu commode et les biochimistes ont recours au nanocatal et au picocatal parce que comme je viens de dire, les enzymes elles interviennent par vraiment petite concentration. Mais en général, on n'utilise pas beaucoup le catal, on travaille surtout avec l'unité internationale. On a une relation qui lie l'unité internationale au catal. Donc, une unité internationale est égale à 16,667 nanocatal. Donc, ou bien unité internationale en mol par minute. Et le catal, c'est en nanomol par seconde. Et donc, vous savez que 1 sur 60 égale à 10-6 catal. L'activité, donc on est en train de parler des différentes unités d'activité enzymatique qu'on va voir en TD et même en TP. Donc l'unité internationale, le catal, et il y a une autre unité qui est très importante et qui est utilisée, c'est l'activité spécifique. Alors ici, c'est un paramètre essentiel permettant d'estimer le degré de purification d'une solution enzymatique. Elle correspond au nombre d'unités enzymatiques ramenées à la masse des protéines en milligrammes, c'est-à-dire que l'activité spécifique elle est égale à une unité internationale par milligramme de protéines. Je vais m'expliquer plus. On a vu ici que l'unité internationale, c'est la quantité, ou bien permet donc la transformation d'une micromole, la quantité d'enzymes qui permet la transformation d'une micromole de substrat par minute. Donc, cette unité, elle est ramenée au milligramme de protéines, c'est-à-dire d'enzymes, c'est-à-dire combien de micromoles de substrat a été transformé par minute et par milligramme de protéines. Bien sûr, milligramme de protéines, on parle de l'enzyme puisque c'est une protéine. Alors ici, on vous a dit qu'elle permet d'estimer le degré de purification, c'est-à-dire plus une enzyme est pure, plus cette activité spécifique va être grande. Et ici, on vous dit activité spécifique. Si vous entendez spécifique, c'est-à-dire elle est spécifique à l'enzyme. Donc, chaque enzyme a son activité spécifique qui lui est vraiment caractéristique. C'est-à-dire, elle a toujours cette valeur. Dans ces conditions, vous trouvez toujours la même valeur. Vous trouvez toujours la même quantité en unité internationale par milligramme de protéines, c'est-à-dire le même nombre de micromoles de substrat par minute ou bien par seconde par milligramme de protéines. Elle permet donc cette activité spécifique, je viens de dire que cette activité spécifique, elle est plus l'activité spécifique, plus l'enzyme plutôt est pure, plus l'activité spécifique est grande. Alors elle permet de suivre les étapes de purification d'enzymes au fur et à mesure que l'on purifie une enzyme, l'activité enzymatique spécifique va augmenter. C'est-à-dire, donc imaginez que vous avez une solution donc qui contient beaucoup de protéines, entre autres l'enzyme que l'on veut étudier. Si vous faites la réaction enzymatique, vous allez trouver une quantité en micromoles de substrat transformé par minute par milligramme d'une certaine valeur, mais au fur et à mesure que vous purifiez, vous savez maintenant c'est quoi purifier, c'est-à-dire on fait des étapes, donc je dis au hasard par exemple centrifugation, électrophorèse, etc. Donc des outils biochimiques. Et au fur et à mesure que l'on purifie l'enzyme, donc l'activité spécifique va augmenter. Une fois que on obtient une activité spécifique qui est grande et qui est stable, on sait que l'enzyme a été purifiée. Donc, je récapitule avant de terminer ce cours, c'est que l'unité que l'on, d'ailleurs, ça va devenir chez vous plus familiarisé quand vous allez faire le TD, quand vous allez en TP aussi, c'est que l'unité de l'activité enzymatique, c'est en unité internationale, en catal et en activité spécifique.
L'unité internationale, c'est la plus utilisée. Le kcal, il est moins utilisé, mais il faut le connaître. Mais l'activité spécifique, elle est très importante parce qu'elle ramène l'unité internationale par milligramme de protéines, c'est-à-dire par milligramme de protéines. Il y a un autre type on est toujours dans les unités de l'activité enzymatique. On a ce qu'on appelle l'activité moléculaire spécifique. Donc, je reviens pour vous rappeler, pour que vous suiviez bien. Ici, c'est l'activité spécifique. Donc, on a dit unité internationale par milligramme de protéines. Ici, on a l'activité moléculaire spécifique ou ce qu'on appelle le turnover number. C'est quoi cette activité spécifique, moléculaire spécifique? Elle correspond au nombre de moles de substrat transformés par mol d'enzyme et par minute. D'accord? Donc tout à l'heure c'était, donc ici mol de substrat par, tout à l'heure je reviens à la définition de l'unité, c'était micromole de substrat par minute et par milligramme de protéines. Ici, non, ici, c'est encore plus spécifique, c'est nombre de moles de substrat transformés par mol d'enzyme, pas par milligramme d'enzyme. Donc, c'est pas par milligramme d'enzyme pour l'activité spécifique, mais ici par mol d'enzyme. Par minute, c'est le nombre de cycles catalytiques par seconde. Alors, ici, bien sûr, ça correspond à ce qu'on appelle Vmax, c'est-à-dire la vitesse maximale. C'est la mesure de l'activité spécifique moléculaire d'une enzyme. Turnover number. C'est le nombre de molécules de substrat transformées par mol d'enzyme et par minute. Avant d'aller plus loin, si vous réfléchissez bien, vous allez donc comprendre que pour avoir ce TON, ce turnover number, il faut connaître la molarité de l'enzyme, c'est-à-dire parce que et par conséquent, il faudrait bien sûr avoir l'enzyme purifiée, parce que c'est le nombre de molécules transformées par mol d'enzyme et par minute. Donc, il faut donc travailler par des concentrations molaires et bien sûr connaître la masse molaire de l'enzyme. Alors, avec ça, on va arrêter ici le cours. Et le cours suivant, on va commencer par la cinétique enzymatique.